À regarder les textes, deux arguments, au moins, militent en faveur du caractère simplement énonciatif, non limitatif, de l'énumération de l'article 117. D'abord, en matière de vice de forme, la loi précise qu'il n'y a pas de nullité sans texte. Or, on ne trouve aucune mention de cette restriction à l'admission de la nullité dans le cadre des nullités pour irrégularité de fond. D'autre part, l'article 119, qui soustrait les nullités pour irrégularité de fond à l'exigence de la justification d'un grief, envisage expressément, je cite, le cas de la nullité qui ne résulterait d'aucune disposition expresse. Autrement dit, on a bien envisagé ici la possibilité au moins, qu'une nullité pour irrégularité de fond existe alors qu'aucun texte ne la vise spécifiquement. Au surplus, au demeurant, l'exigence que les nullités soient textuelles est tout à fait exceptionnelle en droit français, et elle n'est pas suivie de manière régulière en droit substantiel. Il n'y a pas de raison de l'appliquer dans notre matière. En sens inverse, on a parfois fait valoir qu'il n'aurait servi à rien au législateur de donner une énumération à l'article 117 d'irrégularité de fond si l'on n'avait pas voulu que cette liste soit limitative. L'argument est loin d'être convaincant, décisif, et en effet, on doit se souvenir qu'à la veille du nouveau code de procédure civile régnait le plus grand flou sur la délimitation des moyens de défense, et notamment sur la distinction des nullités pour irrégularité de fond ou de forme et des fins de non-recevoir. Le législateur a pu tout simplement vouloir affirmer la qualification de tel ou tel moyen de défense sans prétendre à leur exhaustivité. Et pourtant, en dépit de tous ces arguments, la jurisprudence s'en tient désormais invariablement à une compréhension limitative de l'article 117 du Code de procédure civile. Par un arrêt de sa deuxième chambre civile du 15 mars 1989, la Cour de cassation avait ainsi affirmé, je cite, « Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, attendu que seul affecte la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par le second de ces articles. Les nullités pour irrégularité de fond limitativement énumérées. » Certes, on pouvait remarquer que cette affirmation péremptoire était en réalité inutile à la solution du litige tranché dans l'espèce. La prétendue irrégularité de fond consistait en effet dans la saisine irrégulière du tribunal des baux ruraux. Il s'agissait bien plus probablement d'une irrégularité pour vice de forme, dont la disqualification en irrégularité de fond par la Cour d'appel n'avait eu d'autre but, d'autre intérêt que d'écarter la règle qu'il n'est pas de nullité pour vice de forme sans grief. Et par conséquent, on pouvait estimer que cet arrêt n'était absolument pas décisif, qu'il n'était guère probant en tous les cas. On pouvait remarquer d'ailleurs, à l'opposé, que le défaut de personnalité d'un plaideur a parfois été assimilé à une irrégularité de fond. Le fait qu'une action en justice soit portée pour le compte d'une personne qui était déjà décédée, ou bien plus fréquemment pour le compte d'une société, d'une institution, d'un groupement non personnalisé. Au vu de tous ces arrêts, il pouvait donc paraître que la Cour de cassation était en train d'abandonner progressivement sa conception restrictive de l'article 117 du Code de procédure civile. Mais en vérité, à y regarder de plus près, il apparaît que ces décisions n'ont absolument pas cette signification. La plupart d'entre elles intéressent des groupements dont le défaut de capacité, l'absence de personnalité juridique ne sont pas toujours très soigneusement distingués. On peut donc relier ces décisions à la mention de la capacité comme condition de régularité au fond des actes de procédure. Et d'ailleurs, certains arrêts plus récents pouvaient laisser penser à un abandon de cette jurisprudence. Il semblait que la Cour de cassation se dirigeait vers la sanction de ce défaut de personnalité
par une fin de non-recevoir. Mais plus récemment, de nouveaux arrêts montrent que les errements persistent, que la Cour de cassation continue de sanctionner parfois ces défauts de personnalité sur le terrain des nullités pour irrégularité de fond. C'est dire, au bout du compte, que la plus grande confusion règne dans l'état de la jurisprudence sur la notion même d'irrégularité de fond des actes de procédure. Cela étant dit, la Cour de cassation, au jour d'aujourd'hui, est loin de faire œuvre d'explicitation, de clarification des concepts. Dans son dernier état, elle continue, au contraire, à manifester la volonté d'interpréter strictement l'article 117 du Code de procédure civile, et même plus strictement qu'on aurait pu l'imaginer. À preuve, un arrêt très important de la chambre mixte, d'une chambre mixte de la Cour de cassation du 7 juillet 2006. Alors en l'espèce, il s'agissait d'une assignation devant le tribunal de commerce qui avait été signifiée un jour férié. Un jour où le tribunal, naturellement, ne se réunissait pas. Un jour non audiencé. S'apercevant de cette erreur, le demandeur avait alors réitéré son assignation en corrigeant la mention de la date d'audience. Mais les adversaires, les défendeurs, soulevèrent alors la nullité de la première assignation et l'irrecevabilité de la seconde assignation qui, selon eux, avait été formée alors que la demande était prescrite. Nous étions dans un contentieux de transport avec une très courte prescription, une prescription anale. Devant la cour d'appel, les défendeurs avaient obtenu gain de cause. La cour d'appel avait retenu que l'assignation privée d'une mention substantielle était impuissante à saisir les premiers juges et qu'elle devait donc être tenue pour inexistante, sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullité, de sorte que la prescription extinctive avait joué. Autrement dit, l'inexistence avait été invoquée, l'inexistence de l'acte de procédure, pour contourner le caractère limitatif prêté par la jurisprudence à la liste de l'article 117 du Code de procédure civile. Et ce raisonnement pouvait effectivement s'autoriser d'une très ancienne tradition jurisprudentielle qui admet l'inexistence lorsqu'un acte ne comporte pas les apparences mêmes de la réalité qu'il vise à consacrer. On suppose un acte de procédure qui est totalement informel, un acte si informel qu'il semble légitime de considérer qu'il n'a jamais existé au regard du droit. Pour autant, cette décision a été cassée. Vu les articles 114 et 117 du Code de procédure civile, ensemble l'article 855 du même Code, nous dit la Cour de cassation. Attendu que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seule affecte la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond, limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau Code de procédure civile. On aura évidemment repéré l'affirmation traditionnelle du caractère limitatif des nullités de fond visées à l'article 117. Mais on découvre, en plus, et c'est là la nouveauté, c'est là l'apport de cet arrêt, que l'inexistence que l'on croyait jusque-là assimilable en procédure civile à une nullité sans avoir en respecté les conditions, on découvre que cette inexistence n'a plus droit de cité en procédure civile. Cette solution peut paraître à certains égards très regrettable. On comprend bien que la Cour de cassation n'ait pas voulu que par l'application d'un concept dont les limites sont très difficiles à cerner, l'inexistence, le caractère restrictif des nullités puisse être facilement débordé. Mais il faut bien concevoir aussi que cette inexistence constituait utilement une soupape de sécurité. Elle permettait de sanctionner des irrégularités très graves pour lesquelles aucun texte n'avait prévu de sanction. On découvrira peut-être prochainement que cette inexistence avait des vertus que l'on n'a pas suffisamment soupçonnées. Quoi qu'il en soit, s'agissant de la portée de ce dernier arrêt, on remarquera qu'il ne condamne pas une autre technique procédurale, celle qui consiste à sanctionner non pas l'inexistence de l'acte,
mais son omission, l'absence d'accomplissement d'un acte imposé dans le cadre d'une procédure. La sanction des omissions, eh bien, subsiste très certainement en procédure civile. Tels sont donc les concepts d'exception de procédure, d'exception de nullité plus précisément. Reste en étudier alors le régime juridique. Deuxièmement, le régime des exceptions de procédure. Dans la plupart des exceptions de procédure, qu'il s'agisse des exceptions d'incompétence, des exceptions de nullité, au moins nullité de forme, des exceptions de litispendance, la plupart des exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant tout autre moyen de défense, c'est-à-dire avant les défenses au fond, avant les fins de non-recevoir. Et peu importe à cet égard que les règles soulevées soient des règles d'ordre public, cela ne change rien à l'affaire. Les exceptions de procédure doivent être soulevées en principe in limine litis, au seuil du procès, avant tout autre moyen de défense. C'est ce que dit l'article 74 du Code de procédure civile. En outre, on verra plus loin que devant le tribunal de grande instance, compétence exclusive appartient désormais au juge de la mise en état pour connaître de ces exceptions de procédure dans la mesure du moins où elles ont pour effet ou risque de mettre fin à l'instance. C'est ce que nous enseigne l'article 771 du Code de procédure civile que nous retrouverons plus loin. En pratique, le défendeur doit donc invoquer toutes les exceptions de procédure, normalement, sauf dérogation légale, dans ses premières écritures, in limine litis, étant simplement entendu que peuvent figurer dans un même jeu de conclusion, mais à la suite, des fins de recevoir, des défenses au fond. La seule chose qui importe, c'est que les exceptions de procédure soient en tête des écritures, en tête des moyens de défense soulevés par le défendeur. On a dit toutefois que dérogeait à ce régime l'exception de connexité, exception qui a trait au fait qu'une juridiction est saisie en même temps qu'une autre d'une question qui est en relation avec la question dont l'autre juridiction est elle-même saisie. Parce que cette exception de connexité peut être soulevée dans l'intérêt de la justice, on permet qu'elle le soit en tout état de cause. Et l'on sait aussi que de la même façon, la nullité pour irrégularité de fond peut être soulevée en tout état de cause. Ces deux exceptions dérogent donc au principe. En revanche, le principe s'applique pleinement aux nullités pour vice de forme. Celles-ci doivent être invoquées au seuil du procès, sauf toutefois pour les actes de procédure irrégulière. Pour ceci, il va de soi que la nullité pour vice de forme peut être invoquée ultérieurement. La seule exigence, c'est que cette nullité soit invoquée avant tout autre moyen de défense, fin de non-recevoir ou défense au fond. Si tel n'était pas le cas, on admettrait que la nullité pour vice de forme est couverte. C'est ce que dit l'article 112 du Code de procédure civile. Ceci étant dit, pour le reste, les règles propres aux exceptions d'incompétence ayant déjà été présentées, celles qui ont trait à l'exception de litispendance ayant déjà été abordées, eh bien on insistera seulement ici sur deux exceptions particulièrement importantes, l'exception de nullité pour vice de forme et l'exception de nullité pour irrégularité de fond. Il faut distinguer entre l'une et l'autre parce que leur régime juridique est très différent. Si tout d'abord un acte de procédure accompli par une partie ne respecte pas les exigences de forme qui sont imposées à peine de nullité par les textes, eh bien l'adversaire pourra, on l'a dit, opposer par voie d'exception la nullité de l'acte en question. Cependant, le droit est toujours réticent à admettre que puissent être sanctionnées de simples irrégularités de forme, pour plusieurs raisons. D'abord, les mauvaises causes se dissimulent souvent derrière des contestations purement formelles. Ensuite, l'efficacité de l'acte de procédure, qui va se trouver contrarié par le prononcé de la nullité, ne sera pas définitivement compromise. Et en effet, l'annulation de l'acte n'interdira pas ordinairement, souvent, au plaideur de recommencer l'acte de procédure, de recommencer l'instance s'il y a lieu, c'est dire que l'efficacité de la nullité est toute provisoire. Ça n'est souvent qu'un retardement
de l'issue du procès. Et pour toutes ces raisons, le droit enferme dans des conditions très strictes le prononcé de la nullité. Cette réticence du droit à sanctionner la nullité pour vice de forme se manifeste par plusieurs règles en procédure civile. D'abord, on y applique la règle qu'il n'est pas de nullité sans texte. En d'autres termes, il ne suffit pas qu'une formalité, qu'une forme soit imposée par un texte pour qu'en cas de non-respect, elle puisse être sanctionnée par la nullité. Pour que celle-ci puisse être prononcée, il faut encore qu'un texte le prévoie explicitement, qu'un texte pose la sanction de la nullité. Il n'est pas de nullité qui puisse être prononcée pour vice de forme si un texte ne l'a pas prévu. Cependant, appliquer dans toute sa rigueur ce principe qui n'est pas de nullité sans texte pourrait aboutir à des solutions regrettables. Il est fort possible que le législateur, en imposant une forme essentielle, ait omis de prévoir sa sanction. Si l'on suivait à la lettre le principe, on devrait dans ce cas-là, affranchir toutes les violations de cette forme pourtant essentielle de toute sanction. Pour éviter cette conséquence fâcheuse, la jurisprudence, avant même l'édiction du Code de procédure civile, avait créé de toutes pièces une jurisprudence qui admettait qu'il puisse être dérogé à cette règle pour les formalités dites substantielles. Pour elle, la règle pas de nullité sans texte ne s'appliquait pas. Eh bien, cette solution a été reprise par le Code de procédure civile à l'article 114. Simplement, cette exception trouve assez peu d'application parce qu'il est très difficile de trouver des formalités substantielles qui ne soient pas sanctionnées de par les prévisions de la loi par une nullité. Et d'ailleurs, que faut-il entendre précisément par formalité substantielle? La jurisprudence rendue avant le Code de procédure civile nouveau précisait que le caractère substantiel est attaché à un acte de procédure lorsqu'il tient à sa raison d'être, lorsque ce caractère, cette formalité, lui est indispensable pour remplir son objet. Cette définition est sans doute très juste, mais elle trouve assez peu d'application dans la jurisprudence actuelle, ce qui peut être le signe d'une défiance du pouvoir judiciaire, ou bien, de ce que le législateur n'omet plus aujourd'hui de prévoir la nullité lorsqu'il souhaite pouvoir prononcer. Autre manifestation de la réticence à l'endroit du prononcé de la nullité pour vice de forme. En procédure civile, on applique une autre règle, celle qui veut qu'il n'ait pas de nullité sans grief. Autrement dit, un acte de procédure ne pourra être anéanti pour irrégularité de forme qu'à la condition pour le demandeur à la nullité de prouver que l'omission, le non-respect de la forme obligatoire, lui a causé un préjudice particulier. Il ne suffit donc pas de n'importe quel intérêt à demander la nullité, il faut que cet intérêt s'incarne dans un préjudice, dans un grief particulier. Là encore, la solution était consacrée par la loi à l'article 114, alinéa 2. La nullité, dit la loi, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle et d'ordre public, est-il précisé, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par là, le législateur a voulu combattre une jurisprudence antérieure à l'édiction du nouveau Code de procédure civile qui faisait application de règles pas de nullité sans grief à la généralité des nullités de forme, mais non pas aux formalités substantielles. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction à faire de ce point de vue. Naturellement, cette nullité pour vice de forme est édictée dans l'intérêt des plaideurs. En principe, sauf disposition spéciale, il n'appartient donc pas au juge de la relever d'office. Sauf le plaideur intéressé, peut s'en prévaloir sous la condition que j'ai dite de justifier d'un grief. Et s'il fait valoir auparavant un moyen de défense, au fond, une fin de non-recevoir, on considérera que cette nullité est couverte. Il est en quelque sorte confirmé qu'il ne peut plus l'invoquer. Pour le reste, ces nullités de forme doivent être invoquées au fur et à mesure de l'accomplissement des actes de procédure par application des règles générales applicables aux exceptions de procédure.
Le régime des nullités pour irrégularité de fond, comparativement, est beaucoup moins strict. Et cela s'explique. L'irrégularité est beaucoup plus grave, a priori, qu'une simple violation d'une exigence de forme. Et par conséquent, on a voulu que la nullité puisse être invoquée facilement. Elle peut l'être en tout état de cause, et non pas in limine litis obligatoirement, comme c'est le cas pour une nullité de forme. En tout état de cause, on peut invoquer une irrégularité de fond. Simplement, le plaideur qui tarderait à invoquer une telle irrégularité, eh bien, s'exposerait à une condamnation à dommages et intérêts de la part de juge si, eh bien, ce retard manifeste une intention dilatoire. Article 118 du Code de procédure civile. Autre différence avec la nullité pour vice de forme, il n'est pas besoin de justifier d'un grief pour pouvoir obtenir la nullité pour irrégularité de fond. En outre et enfin, les nullités pour irrégularité de fond peuvent être relevées d'office par le juge, ainsi par exemple de la nullité pour défaut de capacité en justice, parce que la loi le prévoit, article 120. Et la régularisation, c'est la conséquence de ce qui précède, n'est possible que si elle fait disparaître la cause de nullité au jour où le juge statue. Article 121. En tous les cas, et pour finir, remarquons que la nullité, qu'elle sanctionne un vice de forme ou qu'elle sanctionne une irrégularité de fond, eh bien fait disparaître l'acte de procédure anéanti. Le fait disparaître pour l'avenir évidemment, mais aussi pour le passé, c'est la conséquence de la rétroactivité attachée à l'annulation. Et par conséquent, l'acte va disparaître et avec lui tous les actes ultérieurs dont il a pu, sur lesquels bien ces actes ont pu s'appuyer, auxquels il a pu fournir un fondement juridique. Et si donc la nullité touche à l'acte introductif d'instance, à l'assignation par exemple, eh bien ce ne sera pas simplement cette demande initiale qui va se trouver anéantie, ce sera l'intégralité de l'instance, en vérité, qui tombera en principe. Et d'ailleurs, la nullité ne portera pas simplement sur les effets procéduraux de l'acte en question. Elle portera aussi, le cas échéant, sur ses effets substantiels. Et c'est ainsi que si une assignation est annulée, pour vice de forme ou pour irrégularité de fond, eh bien, elle ne voudra plus, en principe, mise en demeure. Elle ne fera plus courir les intérêts moratoires, sauf à ce qu'elle puisse être convertie par réduction en une mise en demeure. C'est une implication de la théorie générale des nullités. À cet égard, on se souviendra que l'article 2241 alinéa 2 du Code civil pose aujourd'hui de manière tout à fait extraordinaire et en vérité assez difficilement justifiable, eh bien que l'annulation de l'acte de saisine d'une juridiction pour vice de procédure, ce qui, d'après la Cour de cassation, recouvre à la fois les vices de forme et les irrégularités de fond, eh bien que cet acte annulé n'en continue pas moins de produire son effet interruptif de prescription et même de forclusion.